Encore un peu pâle après une séance de fumette clandestine, Skåne est sorti prendre l'air devant le bar et, affalé contre le mur, il est pitoyable. Ce n'est pas franchement parler un ami. Il est même un peu jaloux de Zu qui le concurrence en force et le dépasse en intelligence. Plus d'une fois, il m'aurait maltraité si je n'avais pas été protégé par le fils de la muette. Mais son père est mort et sa mère est malade. J'ai pitié de ce gros garçon maladroit et désœuvré qui se dandine sur le trottoir. Je remets à plus tard la lecture de mon Spirou et lui propose de jouer aux cartes dans un coin du bar. Ça n'est pas tout à fait désintéressé, nous aurons sans doute droit à un verre de grenadine. Non loin de là, Soka nous regarde avec bienveillance et lisse sa moustache avec un sourire satisfait. Il a toutes les raisons de l'être. Son petit-fils est en bonne compagnie, sa femme, une fois de plus, chez le coiffeur, et la silhouette maigrichonne de son ami le pharmacien vient de se profiler derrière l'une des portes en verre martelé. Pour Soka, Victor Sirupège, le pharmacien, est le seul interlocuteur valable dans ce quartier. Le notable vient prendre son picon grenadine quotidien et Meste Soka, aujourd'hui, pourra l'accompagner sans s'exposer au regard réprobateur d'Adèle. Avec Skåne, nous avons entamé une partie au jeu de 7 familles. Tout en lui demandant le grand-père dans la famille Le Bouif, je prête une oreille à l'échange compassé des deux hommes. Le pharmacien, lui aussi, parle avec l'accent de la rue Paradis. Et bonjour, Meste Soka. Vous voilà encore à lire les journaux alors qu'il fait un temps magnifique. Vous n'allez donc jamais vous promener? Notre Provence est si belle sous le soleil. Et bonjour, monsieur Sirupège. Me promener, avec les yeux que j'ai, pauvre de moi, je n'en profiterai pas. Et vous allez pas vous promener? Hélas non, je n'ai malheureusement pas le temps. Surtout qu'en ce moment, il y a une épidémie de grippe. Beaucoup de gens sont en arrêt de travail. Ah, ça, des gens en arrêt de travail, ça ne manque pas. Surtout qu'il y a une autre maladie bien plus grave que la grippe, hein. Vous parlez de quoi, Meste Soka? Soka jette un regard en coin vers le bar. Loul, occupé à casser la glace, n'écoute pas. Je parle de la CGT, pardi. Ah, les grèves. Ah oui, les grèves des dockers. Si seulement c'était pour défendre la profession, je comprendrais. Mais ils font de la politique. Ils sont contre la guerre d'Indochine. Mais la guerre, c'est Ho Chi Minh qui l'a provoquée. Et on ne va quand même pas tout lui abandonner. Tenez, lisez ça. Soka tend au pharmacien l'article du Méridional qui vient de décrypter à la loupe. Le pharmacien a tout fait de lire les quelques lignes en hochant la tête. Les Français restent, dans la masse indo-chinoise, un terrain indispensable. Les efforts déployés, le labeur de nos techniciens, l'importance des capitaux investis nous confèrent des droits réels à participer aux fruits d'une prospérité dont l'Indochine nous est redevable et à laquelle elle a collaboré. Oh, vous avez bien raison, monsieur Soka, c'est scandaleux. Ce n'est pas la paix qu'ils soutiennent, mais le Parti communiste. Ils sont à la botte des Russes et des Chinois. Ils essayent d'empêcher les bateaux de partir, mais heureusement, ils n'y arrivent pas. Oui, mais nous faire couper le gaz, ils y arrivent. Heureusement que mon épouse a un réchaud alcool. Et moi, j'ai l'alcool pour me réchauffer. Soka rit de sa malice, mais le pharmacien n'a pas l'esprit à la plaisanterie. Ce qui me dégoûte, voyez-vous, monsieur Soka, c'est que le conseil municipal a voté 10 millions de francs pour les grévistes. Je parie que c'est grâce à ce député socialiste, comment l'appelle-t-on déjà? Gaston Deffer. Oui, c'est ça. Celui-là, il a les dons longues, hein. Il vient d'être élu secrétaire de la Fédération des socialistes et il aimerait bien de redevenir maire. Ah, c'est sûr qu'il a une poigne de fer. Soka est hilar après son jeu de mots. Sirupège lui concède un pâle sourire. À propos de blagues, Meste Soka, vous avez vu ce que dit le Félibrige? Quoi? Le Félibrige s'occupe des blagues maintenant? Non, il part en guerre seulement contre les blagues marseillaises, celles de Marius et Olive. Mais qu'est-ce qu'elles ont, les blagues marseillaises? Elles dénaturent l'image du Marseillais et du Provençal qui apparaissent comme des menteurs paresseux et grossiers. Il ferait mieux de se préoccuper des cultures qui nous envahissent. Celles des Américains avec leur chewing-gum. Non, monsieur Sirupège, celle des Arabes avec les mosquées. Ah oui, je l'ai lu. Ils veulent en construire une grande près de la poste Colbert.
Et c'est jamais que le 4e projet, et ils ont tous échoué. Cette fois, ça a l'air sérieux. Les plans sont déjà faits. Elle sera au boulevard des Dames et inspirée des mosquées de Marrakech et de Tlemcen. Il y aura un grand minaret de 50 mètres. Oh, sur le minaret cocagne. Ce qui me fait peur, voyez-vous, ce sont les salles de réunion. Je crains que ça devienne un repère d'opposants où la police ne pourra pas aller. Et avec tout ça, on ne trouve pas de sous pour l'église des réformés, qui aurait pourtant besoin d'être bien réparée. La bombe qui est tombée pas très loin, ça l'a bien secouée. Et c'est pour quand la construction de cette mosquée? Ça devrait se faire cette année, malgré les communistes qui en veulent pas. Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec eux. Moi aussi, mais c'est pas pour autant que je vais aller avec eux au Gyptis. Pourquoi? Qui est-il au Gyptis? Comment, Maître Soka, vous ne savez pas? Ils vont fêter les 70 ans du maréchal Staline. Oh, et pendant ce temps-là, le maréchal Pétain, qui nous a sauvés à Verdun, se meurt sur l'île de Dieu dans l'indifférence générale. Quelle injustice! C'est le monde à l'envers, Maître Soka. Dans un pays qui se dit démocrate, on fête l'anniversaire d'un dictateur qui vient d'être réélu avec 100% des voix. Ah, tu joues ou pas? Je quitte sans regret le fil de la discussion pour revenir au jeu et répondre enfin à Roger Sconin qui vient pour la 3e fois de me réclamer le fils dans la famille Boudingras. J'ai cette carte et je ne peux m'empêcher de trouver au personnage dessiné de façon caricaturale une ressemblance avec mon imposant camarade. C'est le seul intérêt que je trouve à ce jeu. Déjà, j'oublie mes familles à compléter, du beefsteak, le bouif et la vinasse. Ce matin, j'ai concédé beaucoup de choses. Laver, peigner, habiller des vêtements du dimanche, je suis allé à la messe. J'ai reçu les compliments d'usage de ma mère qui, elle, ne met jamais les pieds à l'église. Ce n'est pas faute de croire. Elle croit en Dieu, à la Vierge, aux anges, mais aussi à l'astrologie, aux cartomanciennes, aux voyantes, aux médiums et à leurs esprits de l'au-delà. Elle croit même aux sorcières. Elle pense tenir ça de son grand-père maternel, un ancien compagnon du Tour de France et libre penseur. 100 fois elle nous a raconté qu'il aimait dire au curé du village avec lequel il se chamaillait « Je crois en Dieu et non aux hommes ». Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais je constate que Louise n'est pas logique. Pourquoi nous fait-elle aller à la messe et préparer notre communion solennelle alors qu'elle renie l'Église? Si elle croit en Dieu et non aux hommes, que va-t-elle faire avec les cartomanciennes, les voyantes, les médiums? Si j'en crois mon livre d'histoire, elle aurait été au Moyen-Âge brûlée vive. Fort de cette réflexion, je pense que, comme mon ancêtre, je dois être penseur. Mon problème, c'est que je ne suis pas encore très libre. En revenant de la messe, j'ai fait le tour par le chemin de la Madragueville pour passer au pied du gigantesque gazomètre. Je suis toujours impressionné par cet énorme jeu de construction métallique. C'est un petit peu ma tour Eiffel. Ma sœur aînée, qui est allée à Paris, prétend que le gazomètre est bien moins haut. Je pense, moi, qu'il est bien plus utile que cette tour qui ne sert à rien d'autre qu'à porter une antenne pour les postes galènes. Le soleil de ce début avril est particulièrement chaud et, en arrivant à la rue d'Antoine, je ne suis pas étonné de voir des joueurs de boules sur le trottoir d'en face. Parmi eux, je reconnais la silhouette caractéristique de Nané. Je le vois agiter le bras vers moi et lancer sa plaisanterie habituelle. « Dis jouer, on n'est que 3 et faire les mains, ça me casse les pieds. » J'arrive, je vais me changer. Jouer aux boules avec mes habits du dimanche me vaudrait de sérieux ennuis. 5 minutes plus tard, je me suis changé en un temps record et dans la plus grande discrétion. Personne n'a eu le temps de me reprocher d'avoir la chemise mal boutonnée, la braguette à moitié ouverte et les lacets défaits. En m'attendant, les 3 hommes bavardent, tranquilles, appuyés contre le mur. On parle pêche et Nané n'est pas mécontent de lui. Très tôt le matin, il a fait sa première sortie, réglé le vieux diesel, préparé les lignes. La trêve du pêcheur, comme on l'appelle ici, est terminée
et il est fin prêt pour les premières chasses au loup. En rentrant, il s'est laissé convaincre par 2 jeunes clients désœuvrés de faire une partie à pétanque. Mais au lieu de pousser jusqu'au terrain qui s'étire derrière la voie ferrée, boulevard de Paris, ils se sont arrêtés en face de mon immeuble. Le trottoir y offre un large espace en terre battue, bordé par le mur aveugle d'un hangar. Nané me tend des boules. Tiens, elles sont un peu plus petites. C'est toi qui vas pointer le premier. Ce disant, il trace du talon un demi-cercle dans la poussière et lance le bouchon, à une dizaine de mètres. Puis il va se mettre derrière le but, les pieds en V. Au passage, il a balayé, du bout du soulier, une de ces pierres vicieuses qui peuvent vous faire perdre une partie. Et n'essaie surtout pas de t'éter, hein. Tu arrives juste devant, fais rouler, tranquille. T'as pas besoin de plomber, hein, que si tu plombes sur un graton, tu vas finir dans la rue. Regarde, c'est tout plat. Pressé par toutes ces recommandations, je ne suis pas très à l'aise. Il m'a tellement montré à quel point c'est facile que la tâche me semble insurmontable. J'ai la main moite et il me semble que la boule va y rester collée. Je suis à 100 lieues de vouloir téter, je veux simplement m'approcher le plus possible. Champion, tu es le roi. Ce compliment me flatte mais semble peu mérité. Ma boule s'est arrêtée 1 mètre avant le bouchon. Ces 2 gibets, marque de professionnel, dans la main gauche, le pointeur de l'autre équipe s'est déjà accroupi dans le rond et a séché sa main droite en la frottant dans la poussière. C'est avec celle-là qu'il fait tourner sa boule sur elle-même, la fait sauter 2 ou 3 fois, tout en examinant le terrain. Puis il la lance au ciel dans un élégant mouvement de balance. Elle tombe sur un graton et fuse vers le mur. « Oh, fan de pétain !» Il lève les bras au ciel de désespoir. Et soudain, je le reconnais. C'est le jeune coiffeur du quartier, Ezoulé. Mais il n'a plus sa blouse blanche, ni ses instruments de torture. Je réalise qu'il est exactement à mi-distance de l'entrée de la gare d'Arinques, d'où sont partis à jamais ses parents, et du beau bar où vit celui qui les aurait dénoncés. Instinctivement, je regarde au fond de la rue. La loupe à la main, Soka lit, assis devant la porte de son bar, un chapeau de paille sur la tête. Pour moi, ces 2 hommes sont à présent indissociables. Mais Ezoulé lui tourne le dos et s'inquiète pour le moment de placer sa 2e boule. Nané a suivi mon regard et me fait un léger clin d'œil. Je ne sais pas si c'est pour le nari d'Ezoulé ou pour l'allusion à ce qu'a pu dire l'autre jour le syndicaliste. C'est à moi de jouer. Je fais rouler ma boule le plus près possible pour écarter les graviers et cette fois je m'approche très près du bouchon. J'aurais pas fait mieux. L'équipier d'Ezoulé va devoir tirer. Cet homme-là, plus âgé, je l'ai déjà vu. C'est sans doute celui qui l'aide au salon de coiffure. Sa boule passe très nettement au-dessus de la mienne. Va-t-il tirer à nouveau ? Il se tourne vers son coéquipier dans une interrogation muette. « ils en ont encore 2. Il faut serrer. » Nané et ses boules bleues, dont il est très fier, se préparent à entrer en jeu. Après la guerre, sur le terrain dévasté du Racat, il s'est fait une petite réputation. Il joue des 2 mains et, avec son bras un peu tordu, il peut pointer ou tirer dans les endroits les plus accidentés. Au Racati, pas question de faire le rasclaire. Les pierres, il faut faire avec. Sur terrain plat, je m'emmerde, moi. A-t-il l'habitude de claironner, surtout quand il perd. On va tenter le 3 au carreau, hein, Gary? Son premier tir effleure à peine la boule adverse. Oh putain, quelle misère! Cette fois, c'est un retentissant palais qui nous fait remporter la mène 3-0. Nous sommes au bout du trottoir, pas loin de la guérite du terrailleur. Mais je ne connais pas la sentinelle qui assiste avec inquiétude à notre progression. C'est un gaillard, aussi noir que mon complice, mais beaucoup plus grand. Il est immense. Minuscule à côté, Nané lui tourne résolument le dos pour lancer le bouchon dans l'autre sens. Rassuré, le géant peut relâcher sa surveillance. Maintenant, on peut apercevoir, au bout de la rue, la terrasse du beau bar. Pendant que je me prépare à pointer, Nané provoque Ezoulé en lui désignant Soka du Menton. T'avais, y a ton collègue qui se cagnarde. C'est pas mon collègue. Comment? Vous étiez pas voisins, le paradis? Ouais, mais avec mon pauvre père, pas avec moi. Ils étaient pas concurrents, un peu? Pas du tout. Mon pauvre père était ailleurs et Soka était dans les vins et spiritueux. J'ai placé ma première boule et Nané interrompt son enquête pour laisser Ezoulé jouer.
Il n'y aura pas de belle. Nous avons gagné les 2 premières parties grâce à quelques exploits de Nané qui laissent les Oulés désabusés. Surtout qu'il va falloir payer la tournée. Je vais avoir ma limonade à la grenadine. Lorsque nous passons en face du Bobard, Nané en profite pour aborder la question qui le tracasse. C'est vrai ce qu'on dit que Soc a fricoté avec les Allemands pendant la guerre? Je sais pas. Quand les frisés sont arrivés, fin 42, mon père avait déjà fermé le magasin. Il essayait avec des amis non juifs de sauver les meubles. Moi, j'avais que 17 ans et j'étais apprenti ici. Mais c'est vrai qu'avant ça, les collabos venaient acheter le champagne et du cognac chez Soc. Quand ton père a été arrêté, il n'était pas dans son magasin? Non. Avec ma pauvre mère et ma sœur, ils s'étaient réfugiés au Cameroun. Et ils avaient même changé de nom. Mais ils ont été dénoncés. Par qui? Oh pauvre, ça m'a longtemps tarabusté. Hein. Mais je crois qu'on le saura jamais. C'était sans doute quelqu'un qui voulait récupérer la marchandise ou le magasin, je sais moi. Soc peut-être? Eh ouais, je l'ai cru au début. Mais j'ai appris plus tard qu'il avait fait intervenir ses relations pour que le magasin de mon père et l'immeuble ne soient ni vendus ni occupés par les Allemands. Ça fait qu'en 45, à part la marchandise, j'ai pu tout récupérer. Je crois que c'est grâce à ce geste que sa fille a pu sauver Soc à la Libé, de la vengeance des résistants. Je suis très mal à l'aise avec lui. Je devrais lui être reconnaissant, mais je peux pas. Même s'il est bonasse, je peux pas m'empêcher de penser qu'il était pétainiste comme ceux qui ont envoyé mes parents à la mort. Oui, comme la centaine de milliers de Marseillais qui sont allés acclamer Pétain entre Saint-Charles et le Vieux-Port en 40. Mais c'était encore le sauveur de Verdun. Voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Qui aurait cru qu'il deviendrait le chef de l'État antisémite? En tout cas, il paraît que c'est à Marseille qu'on a sauvé le plus de juifs, hein. Je rentre chez moi un peu barbouillé par cette histoire qui m'a gâché ma victoire au Houle. Soc, semble-t-il, n'est pas le dénonciateur qu'on croyait. Ça me soulage. Mais la réserve formulée par Azoulay me gêne aussi beaucoup. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, charge ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Après le repas, je pensais pouvoir écouter ma radio et lire 2 livres que mon frère a rapportés de la bibliothèque SNCF. C'est une histoire de KPDP, aussi intéressante paraît-il que les 3 mousquetaires, et qui dure beaucoup plus longtemps, les Pardaillans. Mais une corvée m'attendait. J'ai dû passer du dur tout l'après-midi du dimanche dans le couloir. Ma mère m'avait désigné le petit bidon posé sur la table. Si ça te chante, tu pourrais passer du blanc entre les carreaux. Ça fait joli. Comme ça, après, je pourrais cirer. L'étiquette m'a intrigué. On y voit un gamin assis sur cette tomate hexagonale rouge qui semble avoir été posée dans tous les appartements de Marseille et des environs. L'enfant, un petit blond frisé à culotte courte, a l'air de s'être bien amusé à blanchir les interstices entre les carreaux. Amusé, je l'ai été au début, mais je me suis rapidement fatigué de ce travail fastidieux. Mes traits, d'abord fins et précis, se sont élargis et ont débordé de plus en plus. Oh, tu avais bien commencé. Mais maintenant, tu fais n'importe quoi. Prends ce chiffon et essuie vite ce qui déborde avant que ça sèche. Il était évidemment trop tard et j'ai dû gratter l'excédent dans la pointe d'un couteau. À présent, tous les carreaux sont cernés. Une odeur d'essence de térébenthine et de cire envahit l'appartement. Déjà, à l'extrémité du couloir où la peinture est sèche, ma sœur Gisèle s'active à cirer. Lorsque tout sera parfaitement sec, je me porterai volontaire pour faire briller. Le couloir est suffisamment long pour m'autoriser de modestes glissades, bien loin quand même des courses vertigineuses sur la luge dans mon pays natal. Ce soir-là, à 21h, le casque collé aux oreilles, je tourne doucement le bouton de mon poste à la recherche de messages du port. Le temps doit être propice car je perçois une grande quantité de signaux et dans toutes les langues. Certains très lointains, d'autres très puissants.
J'arrive au bout sans avoir rien entendu d'intéressant. Je fais plusieurs fois la navette, en tournant de plus en plus lentement, jusqu'à isoler une conversation à laquelle je ne comprends pas grand-chose et où il est question des contrôles policiers et des difficultés pour entrer et sortir du port. Je me suis endormi difficilement et je me réveille avec soulagement, libéré d'un cauchemar qui m'a semblé interminable. Des CRS, armés de boules de pétanque et curieusement coiffés de Panama, m'obligeaient à repeindre au raidur toutes les grilles du port. Jeannot s'est réveillé aussi de mauvaise humeur et nous avons mis notre mauvais sommeil sur le compte des vapeurs d'essence de térébenthine qui flottent encore dans l'appartement. Ce dimanche matin, j'ai décidé de retourner au marché aux puces. Je vais essayer de trouver des lentilles pour fabriquer ma longue vue. Comme toutes mes économies sont passées dans le poste à galène, je me suis résigné à aller vendre ma collection d'illustrés, essentiellement composée des numéros de Spirou. J'ai ajouté quelques numéros périmés d'horoscope et d'astrologie et 2 livres d'Henri Bordeaux pris dans la bibliothèque de ma mère. Elle a tellement d'ouvrages de cet auteur qu'elle ne s'apercevra pas de leur disparition. Je suis à présent assez cultivé pour juger de la valeur de cette littérature. Quand on a lu Les Trois Mousquetaires, les aventures de Zantafio contre Fantasio, les policiers de Simenon et le Kamasutra, Henri Bordeaux est bien décevant. Comment ma mère peut-elle trouver de l'intérêt à ces mièvreries? C'est pour moi un mystère. Zu n'a rien à vendre, mais il recherche un broc. Celui de sa mère est tellement percé qu'il arrive à moitié vide de la fontaine. Il aimerait aussi trouver de quoi faire un deuxième largue, un deuxième lance-pierre, plus solide encore que le premier. Il n'a pas voulu me dire pourquoi, mais je devine que c'est pour du gros gibier, comme le chat de gouttière par exemple. Je lui propose de venir m'aider en espérant que nous gagnerons assez d'argent pour 2. Il fait beau. Une petite brise nous apporte l'air de la mer et nous débarrasse de l'odeur lourde et âcre des savonneries voisines. Il n'y a personne près de la guérite, mais tout un cordon de tirailleurs barre les 2 accès de la rue Pessonnel. Une porte du grand hangar militaire s'est ouverte sur un camion bâché. Nous attendons avec curiosité qu'il passe devant nous, mais les soldats nous font signe du bout de leur fusil de passer au large. Nos paquets de bandes dessinées sous le bras, nous sommes obligés de contourner par le boulevard de Paris et nous remontons jusqu'au boulevard Mirabeau pour reprendre à gauche vers le début du marché aux puces. 2 grands claquements de boules nous alertent. De l'autre côté du boulevard, derrière un rempart de wagons, des joueurs s'affrontent à pétanque. Nous hésitons un moment. C'est toujours un grand plaisir d'assister aux exploits des tireurs et d'écouter leur intarissable plaisanterie. Mais pour trouver une bonne place sur le marché, il faut se dépêcher. Dans ce quartier qui longe les voies ferrées du port se succèdent les terrains vagues, les maisons délabrées, les hangars rafistolés, séquelles des bombardements. Nous arrivons à l'emplacement où les bouquinistes occasionnels, certains aussi jeunes que nous, proposent toutes sortes de journaux, revues, livres, en espérant qu'un collectionneur richissime trouvera là l'ouvrage qu'il recherche depuis des années. Des agents circulent et obligent ceux qui n'ont pas payé leur emplacement à déménager. Mais ils sont vite repérés et lorsqu'on a, en tout et pour tout, 2 livres et une poignée de journaux, on a vite plié boutique. Toutes les places dans ce haut lieu culturel sont prises. Il est déjà trop tard. Nous rebroussons chemin vers le début du marché et parvenons à nous glisser entre 2 vendeurs occasionnels. L'un propose quelques interrupteurs, récupérés sans doute dans une ruine, ils sont encore fixés sur leur socle en bois. Les vis, arrachées du mur, ont gardé la trace déchiquetée des chevilles. L'autre vend des roues de vélo dépareillées, pas vraiment rondes et amputées de quelques rayons. Les clients potentiels ne se pressent pas. La marchandise n'est pas très attrayante et une insupportable odeur d'excréments règne entre les 2 modestes étalages. Zu en a repéré la cause.
Il est allé chercher dans les décombres voisins de quoi recouvrir ce qu'un vendeur venait d'écraser et qui appartenait sans doute à un gros chien. Dans ce somptueux décor, nous étalons, à même le sol, nos illustrés. J'y joins un morceau de carton sur lequel j'ai tracé à la craie 10 francs les deux. Cette offre alléchante devrait à coup sûr attirer le chaland un tant soit peu cultivé. Personne n'a voulu des livres d'Henri Bordeaux. La seule personne qui a daigné se pencher pour en découvrir les titres était une femme. D'un air blasé, elle a dit à son mari « Oh, je les ai déjà ». En revanche, nous avons vendu toutes les bandes dessinées à des étrangers. J'ai reconnu des Arabes parce que, quand ils se parlent, on a toujours l'impression qu'ils s'engueulent et qu'ils vont finir par se cracher dessus. Mais en même temps, cela riait. Manifestement, l'un d'entre eux connaissait bien le marsupilami. Ils ont proposé 3 Spirou au lieu de 2 pour 5 francs. J'allais accepter quand Zu est intervenu. « D'accord, mais si vous prenez tout ». Celui qui parlait un peu le français a traduit aux autres la proposition. Ils se sont regardés, se sont querellés un moment en riant, ont compté les journaux, ont fouillé leurs poches, ont réuni péniblement 40 francs. Les 2 mains largement ouvertes, ils nous ont signifié qu'ils n'avaient pas d'avantage. Ils ne voulaient que les BD. Ils ne savent pas lire, nous a expliqué l'interprète. À ma grande surprise, Zu, incapable à l'école de faire la moindre multiplication, leur a démontré qu'il manquait 10 francs. 40 francs, c'était pourtant déjà plus que ce que j'avais prévu. Comment a-t-il compté ? L'interprète, tout en riant, a tendu une main à Zu, un peu interloqué, en lui disant « tape ». Puis il a sorti un billet de 10 francs supplémentaires. En partant, il nous a donné une petite claque amicale derrière la tête et nous a encouragés d'un « Si bien les enfants, si bien ». Une fois seul, j'ai interrogé Zu sur ce résultat inattendu. Il m'a simplement avoué avoir dédoublé dans la pile les numéros particulièrement épais en détachant les pages centrales. J'ai eu honte. Nous avions volé de braves gens. À ma mine, il l'a compris. Il fallait bien, pour acheter mon bro, t'es vert, il faut du fric. Nous sommes partis sans regret de ce lieu inhospitalier. Il a fallu 40 francs pour acheter un bro presque neuf. Seul défaut, l'anse s'est un petit peu dessoudée. Mais un ingénieux tressage de fil de fer y a substitué une poignée originale et rustique. Zu est content. Moi non. J'ai amputé ma collection d'illustrés et je n'ai plus assez pour acheter mes verres optiques. Mais j'ai mis un point d'honneur à faire mentir mon frère et mes sœurs qui m'accusent souvent d'égoïsme. J'ai sacrifié mon projet de longue vue, un peu futile, contre un ustensile indispensable à mon ami. Je me sens héroïque. Le plus dur va être de n'en parler à personne. Je veux bien être admiré, mais être admirable sans que ça se sache. Je comprends à présent ce que veut dire l'abbé Gilou quand il répète « La vraie générosité est muette ». Je suis rentré seul du marché aux puces. Zu voulait encore chercher ce qui lui manquait pour améliorer son arme préférée. Quant à moi, j'avais promis de revenir tôt pour aider mon frère à ranger la chambre. Et puis j'avais consulté ce matin le tableau de service épinglé sur le placard de la cuisine. Au croisement de la colonne « Mettre à la table » avec celle de dimanche, la case contient un rot comme Robert. Une fois sur 2, je me fais enguirlander pour avoir oublié mes corvées. Les autres fois, je me fais gronder pour les avoir mal faites. Le commandant, ma sœur aînée, est chargé de remplir le tableau et de le faire appliquer. Ma deuxième sœur, Gisèle, moins âgée et plus fragile, très émotive et moins respectée de 2 garçons. Aussi dénonce-t-elle facilement aux parents les inconduites de ses frères. On est plus indulgent envers le caganiste que je suis et j'en souffre moins que mon aîné. Jean est durement sanctionné parce qu'il fait suivre chaque mouchardange d'une vengeance sournoise aussitôt dénoncée en cris hystériques par celle qu'il a surnommée la mijaurée ou la chipie. La pauvre n'a pas choisi sa place qui est la plus mauvaise. Elle n'est ni l'aînée, ni la première fille, ni la petite dernière, et elle est coincée entre 2 garçons turbulents. Heureusement, elle est mignonne et obéissante, Jisou, et bien qu'il y ait 4 ans d'écart, elle est soutenue par sa sœur, mais aussi par les parents, et a hérité d'un autre surnom, affectueux celui-là, Ratatu,
C'est ainsi qu'elle désignait, à 2 ou 3 ans, le gratte-cul, le cinérodon, le fruit de l'églantier. On est venu frapper à la porte. Aline est allée ouvrir et nous avons entendu une longue conversation sur le palier. C'était la voisine. Elle n'a plus d'eau à son robinet et voulait savoir si nous en avions. Il n'a pas fallu plus de 5 minutes à ma mère pour répondre par l'affirmative. Interrogé sur les causes possibles de cette panne, Marius veut bien interrompre l'écoute de la radio, mais on sait que sa réponse va être courte. L'indicatif qui annonce son émission préférée du dimanche résonne déjà. Pour informer le monde avec la voix des ondes, il y a les chansonniers. C'est certainement leur bac qui est bouché, peut-être par un rat. Il style furtivement à ma mère avant de remonter le son de la radio pour signifier qu'il veut écouter le grenier de Montmartre en paix. Aline est partie rapporter le terrible diagnostic paternel à la voisine. Mais cette réponse de mon père m'a intrigué. Il y aurait donc 2 bacs d'eau dans l'immeuble ? Je ne peux pas interroger mon père, trop occupé à rire des plaisanteries de Maurice Orgue. Aline est revenue et on sent bien qu'elle aimerait elle aussi poser une autre question. Mais elle est captivée à son tour par le ton rigolard de l'émission satirique. La voilà ravie parce que Jean-Pierre Vaillard déroule avec distinction un texte vachard sur le conducteur français. Vous le voyez sur la grande route, regard fixe, oreille aux aguets. L'air soucieux et intrigué, c'est le conducteur qui écoute. Et les montagnes et les plaines, et les vallons et les coteaux, les jolies prairies de Touraine, l'Île-de-France et ses châteaux, la Loire avec ses coussins roses ou la Seine avec ses lilas, il ne voit rien de tout cela, car il ne pense qu'à une chose, ça tombe pas rond, il y a comme un bruit. Ma mère apprécie moins Jean Vaillard pour son talent que parce qu'il est sétois, donc languedocien tout comme elle. Je dois attendre encore, tout en mettant le couvert, que Jacques Grélot et Robert Oca aient fini leur numéro pour poser la question qui me brûle les lèvres. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Il y a bien le vieux curé qui s'occupe de les remettre sur le droit chemin. Mais comme il dit avec mes jupes, qu'est-ce que je peux avoir comme tintouin? Le soir, quand il rentre au presbytère, sur sa bécane, il est inquiet. Ils se mettent tous à plat ventre par terre pour tâcher de voir ses mollets. Ils sont si nombreux à confesse, le curé trouve ça si peu normal qu'il envisage avec tristesse de faire blinder le confessionnal. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Papa, il y a combien de cuves à eau sous le toit? 1 par appartement. Quoi? Il y en a 6? La soupente couvre tout l'immeuble. Il y en a donc 12. Ah, mais pourquoi? D'abord, si on n'en mettait qu'une, il faudrait qu'elle soit énorme pour alimenter tout le monde. Elle ne tiendrait pas sous le toit. Et puis l'été, lorsque l'eau vient à manquer, ceux qui l'économisent en seraient injustement privés par ceux qui la gaspillent. Effectivement, l'été, nous pouvons avoir des problèmes. Mes 2 sœurs en savent quelque chose. Lorsqu'il y a pénurie, ma mère les envoie laver des légumes dans la rue, à la fontaine. Avec la voix des ondes, il y a les chansonniers. Au revoir, notre émission est terminée. Nous fermons notre grenier. Au revoir, nous fermons notre grenier. Plongé dans mes réflexions, je n'ai pas vu Zu traverser la rue à ma rencontre. Il agite une boîte en fer blanc et me l'attend sans rien dire. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Il surveille ma réaction. D'un air balourd, en se dandinant comme s'il avait envie de pisser. La boîte est pleine de lentilles optiques de toutes formes et de toutes dimensions. Des verres de lunettes ronds ou ovales, plus ou moins épais, des verres lourds et rectangulaires, ayant sans doute appartenu à des loupes, de petites lentilles récupérées sur des jumelles, d'autres plus grosses qui pourraient bien équiper une longue vue. Je suis abasourdi. D'où tu tiens ça? Du marché, après que t'es parti. Mais avec quel argent? Il m'en restait. Je voulais te faire la surprise. Je n'en crois pas un mot. Il ne lui restait que 10 francs. Tout juste de quoi acheter quelques vieilles paires de lunettes. J'en connais le prix. Chez certains marchands, il y en a de pleines caisses. Et j'en avais acheté plusieurs pour les faire essayer à Estelle, ma vieille tante languedocienne. Un instant mémorable. Elle se plaignait toujours de ne plus y voir avec les siennes. Une véritable antiquité, des montures 1000 fois rafistolées avec du fil de fer et des bouts de papier adhésif, des verres rayés à en être presque opaques et pas d'argent pour les remplacer. Sur sa table, j'en avais posé une dizaine qui m'avaient coûté 3 fois rien. Au 3e essai, à la 3e paire, elle avait poussé un grand soupir de satisfaction.
Elle y voyait enfin clair, et ses nouvelles lunettes restaient en place tout en haut de son nez, qu'elle a fort ébusqué. À la Bourbon, dit ma mère, qui prétend qu'on descend de la famille royale. Moitié patois, moitié français, la tante m'avait manifesté toute sa gratitude. Boudiou, magnaguette, quand me fait plaisir, que tu me fais plaisir. À présent, je vois même une chiure de mouche sur la lampe. Alors nous se calmons déjà, hein? Et elle s'était effectivement mise à nettoyer frénétiquement l'unique ampoule de la pièce que j'étais allé décrocher, grimpé sur la table. Dans la boîte que me tend Zu, il y a toute autre chose que les pauvres besicles de ma tante. Décidément, il n'a pas eu les moyens d'acheter tout ça. Mais cela fait tellement mon affaire, et son geste est si gentil que je ne dois pas gâcher son plaisir en imitant des soupçons. Je ne suis quand même pas très à l'aise. Je ne peux pas oublier les leçons de morale apprises à l'école et au catéchisme. C'est un voleur, et il ment. Je suis un hypocrite, et j'en profite. Ce qui serait bien, c'est que je rapporte en douce la boîte là où il l'a volée. Mais où? Comment tu as fait, Zu, pour trouver ça? C'est exactement ce qu'il me fallait. Mais s'il me manque quelque chose, j'y retournerai à ce marchand. C'est lequel? Putain, je sais, moi. Il y en a un pagaille, il y a des marchands cons. Et puis, tu sais, il y a tellement de monde que je retrouverai jamais, hein. Ouf, je vais garder ma boîte. À l'impossible, nul n'est tenu, comme dit souvent mon père, en acceptant un dernier verre. Après souper, je me suis remis à l'écoute de mon poste à galène. J'ai remarqué qu'à cette heure, je capte beaucoup plus de messages. Certains sont de navire à navire. Les radios se connaissent et se donnent souvent des surnoms au lieu de donner le nom du bateau. Mais cette fois, j'ai eu un coup au cœur en entendant « Donc aïe, ici Yangtze, me recevez-vous? À vous. Yangtze, ici Dongdai, je vous reçois clair et fort, basculons sur le canal 7. » Et puis je n'ai plus entendu que des crachotements. Je ne comprends pas. Pourquoi changer de canal puisque ça marchait bien? Ils sont sans doute en train de discuter en ce moment et je rate tout. Je vais essayer de trouver le fameux canal en tournant très doucement mon bouton. Après plusieurs va-et-vient, je repère une discussion entre deux radios. L'un s'appelle Topinambour et l'autre Rutabaga. Topinambour, ici Rutabaga. Eh dis donc, je t'offre un babi au perroquet bleu samedi soir. À toi. Rutabaga, ici Topinambour. Et non, je peux pas, samedi soir, on sera déjà en mer. Demain soir si tu veux. À toi. Topinambour, ici Rutabaga. D'accord pour demain soir. Terminé. Je reste un peu sur ma faim. Apprendre que deux radios vont prendre ensemble un verre au perroquet bleu n'est pas très exaltant pour un espion, même débutant. Je pose mon casque et me plonge dans les aventures de Pardaillan, autrement plus exaltantes. Comme demain, jeudi, nous n'aurons pas classe, Nané veut nous emmener avec Zu sur son bateau. Une fois de plus, Zu n'est pas venu à l'école. Mais je sais pourquoi. Il part à la chasse avec son nouveau largue, son lance-pierre, il faudrait dire lance-boulon. Il tue des pigeons, des rats et même des chats. Je le soupçonne un peu d'apporter tout ça à sa mère pour qu'elle les cuisine. Je me souviens qu'il m'a dit ne pas avoir de problème pour la nourriture. M. Gastinel s'était aperçu de son absence et, d'un air résigné, a haussé les épaules. Je me suis morfondu tout l'après-midi sans pouvoir m'intéresser, même avec des images, au problème des péniches paresseuses, tirées ou non par des chevaux au cul énorme, dans d'étroits canaux et obligés d'attendre dans des écluses pour descendre ou monter laborieusement quelques mètres. Et pourtant, en temps ordinaire, ça m'aurait passionné. Surtout que le maître s'est évertué, à l'aide d'une maquette, à nous démontrer l'ingéniosité du système, amélioré, paraît-il, par Léonard de Vinci. Je suppose que c'était à ces moments perdus, quand la Joconde ne pouvait pas poser avec son sourire idiot. En tout cas, Tarzan descendant sur un radeau les chutes du Zambèze m'aurait moins intéressé s'il avait dû recourir à des écluses. Ça ralentit énormément l'action. Sans être irrespectueux, mon vieil instituteur boiteux, gris de cheveux, de moustaches et de blouse, gagnerait à aller au cinéma et à lire quelques bandes dessinées. Je n'ai pas été le seul à m'ennuyer. Un chahut, d'abord discret, s'est amplifié au fond de la classe. De sa voix sèche, le maître a aboyé le nom du présumé coupable. Cette fois, c'est Pazza. Sommé de s'expliquer, il désigne son voisin Scona. Vieux, il n'arrête pas de larguer. Éclat de rire général.
Skåne est rouge de honte. Il va y avoir un nouveau règlement de compte à la récré. Patsami au piquet, les mains sur la tête, et Skåne expédié dans la cour pour un dégazage plus discret, l'instituteur reprend, aussi lent qu'une péniche, son indigeste démonstration. Quand la cloche de 4h30 sonne, mes affaires sont déjà toutes rangées et il ne reste plus qu'à attendre que l'instituteur claque dans ses mains pour se ruer vers la porte. Mais, sans se presser, il range d'abord sa maquette dans l'armoire avant de nous dicter les 2 leçons à apprendre pour le surlendemain. Je dois ressortir précipitamment mon cahier de devoirs et mon crayon, dont la mine, à peine posée sur le papier, se casse. Pas le temps de sortir le taille-crayon pour réparer les dégâts. Je prends ma plume, trop généreusement trempée dans l'encrier, elle fait un énorme pâté qu'il faut très vite éponger au buvard avant de copier sur mon voisin l'énoncé du maître. Je suis le dernier à sortir de la classe et j'enrage. Je dois encore passer chez moi pour déposer le cartable et prendre un vêtement chaud comme l'a recommandé Nané. J'espère seulement que Zu sera au rendez-vous. Il est presque 6h moins le quart lorsque j'arrive devant le bar. Zu n'est toujours pas là et le petit patron s'impatiente déjà. À 6h, avec la sortie des usines, ça va être un vrai party. Si j'attends le tram, ça risque d'être trop long et je dois encore préparer le bateau. Moi, je vais y aller à vélo. Prends ce carnet de tramway, il faut 3 tickets chacun. Il y en aura assez pour le retour. Si vous encapez le 28, vous descendez au terminus à Belzunce. Si c'est le 26, c'est à la place Sadi-Carnot. Après, pour descendre au Vieux-Port à pied, Canebière ou République, c'est à peu près la même distance. Alors, je serai au bout de la panne, c'est celle qui est presque en face de la mairie. C'est facile. À l'entrée, il y a un bac avec un figuier. Allez, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Il est déjà 6h lorsque Zu arrive. Il est engoncé dans un pull-over rouge à grosses côtes, si épais que même un skieur frileux aurait hésité à l'enfiler. La générosité du Secours catholique est sans limite. Nous espérions le confort et le silence du 26, tout nouveau trolleybus sur cette ligne, mais c'est un tram 28 qui arrive, plein à craquer. Nous parvenons tant bien que mal à nous faufiler sur la plateforme. Zu a la chance d'être plus grand et d'émerger de la cohue pour respirer. Je suis, quant à moi, coincé entre un bleu de chauffe au relent de graisse froide, une robe où l'odeur de transpiration vient contrarier celle du muguet, et une écharpe en laine qui empeste la naphtaline. Je ne sais où m'accrocher et me laisse porter par le flux et le reflux de cette mouvante masse humaine. L'arrêt de Saint-Lazare libère un espace vers le couloir et je peux tendre mes tickets au receveur, un rougeau aux moustaches de Gaulois qui s'est mis debout et annonce à voix lasse « Vos tickets, messieurs, dames !» En tendant le bras, l'ouvrier en bleu de chauffe a décoiffé sa voisine qui rouscaille. Un grand gaillard, au visage réjoui de poupon, mâche du chewing-gum à se décrocher la mâchoire tout en se cramponnant d'une main à la barre. Devant lui, une frêle jeune fille semble souffrir de son extrême proximité. À ses côtés, une solide quinquagénaire qui pourrait être sa mère ne cesse de faire, d'une voix puissante, des commentaires qui couvrent le babillage de 2 minuscules collégiennes bloquées contre la vitre. À ses côtés, une solide quinquagénaire, peut-être sa mère, ne cesse de faire, d'une voix puissante, des commentaires qui couvrent le babillage de 2 minuscules collégiennes bloquées contre la vitre. Tout à côté, au fond de la plateforme, Zu, aussi rouge que son pull, tourne résolument le dos et observe les 2 gamins accrochés au tampon et dont on ne voit que le sommet du crâne. Vers le milieu du tram, des conversations croisées se sont engagées entre ceux qui ont eu la chance de trouver un siège de part et d'autre du couloir encombré. Je pense à un dessin de Dubout qui serait sonorisé. Le brouhaha est à la hauteur du décor. On s'apostrophe de loin, ça crie, ça chante, ça rit, ça pleure. Mais j'ai mal au doigt, ça m'alerte, j'ai comme un petit cœur dans le doigt. Et c'est rien, allez, Zou, dresse-toi. Mon Dieu, Jules, comment t'as fait pour faire une bougnette pareille? Tu fais jamais attention. Eh ouais, à midi, j'ai mangé des spaghettis à la tomate et adieu la cravate. Et rougit tout le temps, un vrai novi. Pour un professeur, ça marque mal quand même, non?
Qui c'est qui te fait la géographie, toi? C'est Petafini. C'est une sacrée tête, hein. Mais les geishas, quand ils me regardent, je dis, ouais. Et d'un seul coup, je me suis senti gonfle. Je suis passé chez le père Blaise, il m'a donné de l'infusion d'anis étoilé, et il m'a dit de souper qu'avec une aigre boulide. Oh pauvre, ça, je m'en méfie, ça m'a fait aller du corps. Ah, mais moi j'y ajoute un peu de sauge, et en plus du laurier. Et après tu ajoutes un peu de... Moi, si j'aurais su que serait aussi esquiché, j'aurais pris la voiture. Comment tiens une voiture, toi, pour de bon? Mais si tu m'avais pas demandé, on n'aurait pu le croire. Là, tu me fais bouquer, tu vois. Et alors, il vient pas la rouille. Putain, tu sais que t'es drôle, toi. Oh, fait chaud. Qu'est-ce que t'as par léger, toi? Si te frottes ce bourreau, tu me le dis, hein? Manquerait plus que ça à terre. Ils auraient dû vous siffler, qui? Autrement, comment vous allez? Oh, plané. Et votre dame? Elle irait bien s'il n'y avait pas sûrement... Ouais. Et après, j'ai plus qu'à passer la pièce au malon. Pas besoin de pigeonne. Parce que... Bon, mettons que tu l'aies, ta voiture. Tu saurais la mener? Ma foi. Alors, figure-toi que si... Non, pas du tout, juste de l'eau et du sel. Il faut les faire baver et les réciter 13 fois. Pétane, 13 fois? Ah, mais le limaçon, madame, ça bave beaucoup, hein. En tout cas, je vous le rendrai dès que... Oh, ça m'appresse pas. Elle va voir ta mère, toi, que tu me casses les amandons, René, comment ça? Ah, dis, tu peux bien t'en occuper pour une fois, au lieu de faire le malin maintenant. Non, c'est celui qui colle les affiches à la nuit, la journée, il fait le plombier. Ah ouais, je le connais. Il a essayé de m'escaler une fois pour le robinet de la pile. Alors j'ai dit, écoutez, monsieur... Qu'est-ce que tu fais, toi, qui est sur mon sac? Va voir ton père. Soudain, derrière moi, un cri d'homme retentit. Oh non, mais ça va pas. C'est l'escogriffe qui serrait un peu trop la demoiselle. Il se tient la joue et fusille la grosse dame du regard, cependant que la jeune fille, confuse, se réfugie derrière sa mère. Cette dernière se place résolument face à lui, poitrine contre poitrine, et clame à la cantonade. « Aime pas voir, moi, si on me chasse pas. » Dans la classe, certains n'ont pas attendu le temps des cerises pour sortir les noyaux. Le temps devient beau, et nous commençons à pouvoir jouer dans la cour sans avoir à courir pour nous réchauffer. La température printanière a inspiré Papa Lardo. 2 mois à l'avance, il a accroché à sa ceinture un sac de pignons et a installé un stand de tir dans la cour. Assis contre le mur le plus ensoleillé, il a monté toute une série de petits tas de noyaux de cerises multicolores. Le tireur qui parvient à faire effondrer le tas empoche le tout ou perd son pignon. Mais nous allons manquer de munitions. Beaucoup, comme moi, n'ont pas retrouvé le butin patiemment accumulé l'année d'avant. Peu ragoûtants d'aspect, les noyaux n'ont pas échappé au balayage frénétique, au nettoyage obsessionnel et au rangement abusif des mers. Le malin Papa Lardo a résolu le problème et propose, en attendant, qu'on puisse tirer sur ces moulons avec des billes. Celui qui disperse le tas récupère la bille et les noyaux. Mais s'il veut tirer ensuite avec les pignons qu'il vient de gagner, ils sont trop légers pour faire effondrer les plus gros tas. Le gagnant doit donc se contenter de gains en pignons insignifiants, alors que Papa a pu capitaliser les billes des perdants. C'est un gros malin. Dans 2 mois, aux premières cerises, j'en récupérerai les noyaux au fond des assiettes, les nettoierai, les ferai sécher, les glisserai dans un des bas en nylon usagé que Louise conserve, à tout hasard comme elle dit. Quand les lourds sacs de pignons commenceront à brinque-baller aux ceintures, alors apparaîtront les baraques, des ouvertures plus ou moins grandes, pratiquées dans un carton appuyé au mur, qui serviront de cible. 100 pignons pour franchir la plus petite, un seul pour la plus large. Les plus artistes décoreront et ouvriront sur un grand calendrier ou dans un emballage une cheminée, un œil de bœuf, des lucarnes, des fenêtres, des portes. Quand le maître tournera le dos, nous en profiterons pour tremper les pignons dans l'encrier de nos bureaux et les ressortir violets. Pour les avoir rouges, il faudra aller sur la pointe des pieds, emprunter un instant celui de l'instit. Il faudra aussi cacher ces doigts multicolores qui nous trahiraient.
Fin juin, il y aura beaucoup trop de pignons sur le marché. Cette brusque inflation en fera tomber le cours et le jeu perdra beaucoup de son intérêt. Surtout que les grandes vacances ne seront pas loin. Depuis que mes sœurs ont ciré le couloir, il y a des patins devant la porte. Les tomates d'un rouge vif étincelant, cernées par mes soins d'un filet blanc immaculé, sont superbes. J'exécute quelques glissades supplémentaires pour rejoindre ma chambre où règne un calme appréciable. Il faut dire que la soirée a été mouvementée. Une grande surprise m'attendait en rentrant à la maison. Non seulement les amis de ma mère étaient arrivés du Languedoc, mais Louise, fatiguée des suites de sa grippe, avait finalement suivi les conseils de Zette. Pour l'aider, elle avait fait venir la muette. Tout comme Adèle, la patronne du Bobard, Aline lui parlait très fort, en petit nègre, avec force geste. « Vous lavez vaisselle, quand assiette propre, mettre à sécher sur la table, d'accord ?» La muette poussait des petits cris d'approbation en roulant son œil unique dans tous les sens pour ne rien perdre des consignes théâtrales de ma mère. Contraint en guise de salut d'esquisser un sourire, je n'ai pas pu éviter son regard oblique dans lequel j'ai cru décerner une étincelle de complicité. Tard le soir, je me suis éclipsé en douce, alors que les discussions s'éternisaient devant des rangées de bouteilles, cependant que, seule dans la cuisine, la muette s'activait lentement, mais sûrement, devant ses piles de plats et d'assiettes. Le lendemain, le réveil a été pénible. De mauvaise humeur et toujours grippée, ma mère s'est plainte de quelques couverts mal rincés, alors qu'elle avait fait pourtant preuve, la veille, d'une grande générosité envers la muette. Dans le cabas qu'elle lui a prêté avant de partir, elle avait entassé les restes d'un gigot, un fond de haricots verts, 2 baguettes de pain, une bouteille de vin à peine entamée et la fin de la salade de fruits. Sur le chemin de l'école, j'ai eu un autre son de cloche avec Zu, qui paraissait lui aussi de mauvaise humeur. Sans me regarder, il a commencé à bredouiller. Tu sais, ma mère... quoi ta mère? Elle veut qu'on la paye pour hier soir. Je suis interloqué. Je croyais cette affaire réglée et je réalise que Aline et la muette, se fiant à Zette, ne se sont pas mises d'accord sur une quelconque rétribution. L'une croyant à une aide bénévole qu'elle a largement récompensée par des victuailles et l'autre à une commande pour un travail de ménage. Tu sais, m'explique Zu maladroitement, à manger on y arrive toujours. Mais pour le reste il faut de l'argent, hein. Je comprends son message, mais ma mère risque de ne pas l'apprécier. Pour masquer ma gêne, je lance avec assurance. Oh, Zette s'en occupera. Je lui souhaite bien du plaisir. La réponse ne tarde pas. Le soir même, ma mère est en larmes. Elle a rencontré Zette qui lui a fait part des revendications de la muette et lui a conseillé de donner à la mère de Zu la même somme que pour les ménages au bar. Louise est, une fois de plus, persuadée que sa bonté la perdra. Pendant le repas, elle tente de nous démontrer que la muette est une ingrate. Ces gens-là, quand tu leur donnes ça... commente-t-elle en montrant la moitié de son doigt. Ils veulent ça. Et, du tranchant de la main, elle marque une limite imaginaire en haut du bras. Elle a travaillé combien d'heures? Demande mon frère qui semblait jusque-là davantage intéressé à extraire de la pointe du couteau la moelle d'un os, reste du pot-au-feu dominical. Oh, pas longtemps. Combien? Je sais pas, moi, 1 heure ou 2? Nous sommes consternés de cette mauvaise foi, et ma mère, agacée, le sent bien. De toute façon, elle a lambiné et la vaisselle n'était pas très propre. Si elle a travaillé 2 heures... poursuit Jeannot, imperturbable. Tu lui dois 72 francs. C'est le tarif du SMIC. Du quoi? C'est le salaire minimum. C'est la nouvelle loi qui vient d'être votée. Mais je lui ai donné plus que ça en nourriture. Elle secoue la tête devant tant d'incompréhension. Elle connaît la valeur des choses. Pendant la guerre, pour nourrir sa nombreuse famille, elle a traversé tout le sud de la France, passé des nuits dans des trains inconfortables, avec la hantise des contrôles allemands et ceux de la milice, pour revenir chargée de victuailles. Aujourd'hui encore, pour économiser, elle va faire ses courses jusqu'au centre-ville et revient lourdement chargée. En son temps, prétend-elle, ce qu'elle a donné à la muette, elle aurait fait des vaisselles 2 fois plus grosses pour l'avoir. C'est bien simple, la nourriture pour elle, ça n'a pas de prix. Mon père, jusqu'ici silencieux, a mis un terme à la discussion.
Si la SNCF nous payait avec des choux et des navets, tu aurais du mal à les échanger contre ton rouge à lèvres et mon papier à cigarette. Astro, la douleur s'efface. Astro, la douleur s'en va. Astro. J'arrive un peu tard dans ma chambre pour écouter mon poste à galène. Sur la même fréquence, je retrouve, en pleine conversation, les deux radios au nom de légumes. Des légumes qui ne m'ont laissé pendant la guerre que de mauvais souvenirs de table. La réception n'est pas très bonne, mais la discussion m'intrigue. Mais Tabaka, ici Topinambour. Non, j'y vais jamais, je préfère celui de Haiphong. Mais là-bas, ça sent le brûlé. Je reconnais que Saigon est plus calme. À toi. Topinambour, ici Rutabaga. Les Congailles sont plus belles et moins farouches au sud. Les Chinoises de Cholon sont pas mal non plus, hein. C'est là que je vais faire mes courses. Et il commence à y avoir trop de ricains. Ils nous apportent des armes, mais ils pourrissent tout avec leurs dollars. J'ai regardé le planning, logiquement, on ne devrait pas s'y rencontrer. C'est dommage, hein. Je t'aurais fait découvrir plein de trucs. À toi. Rutabaga, Topinambour. À Cholon, te fais pas prendre dans une fumerie. C'est très mal vu chez les officiers radio, hein. À toi. Topinambour ici, Rutabaga, t'inquiète, je préfère marcher au whisky. C'est pas encore interdit à boire. À toi. Je rêve un moment d'être à leur place. C'est un métier que j'aimerais bien faire plus tard. Mais quand on a déjà le mal de mer sur une simple barge à quai dans le port de Marseille, on ne fait pas le malin sur un paquebot secoué par une tempête océanique. Ce matin, Zu a encore taillé l'école. L'instituteur a simplement demandé d'un air distrait « Quadrado n'est pas là ?» J'ai cru bon lui trouver une excuse. Ah, je crois qu'il est malade, monsieur. Ah, tu crois? Et qu'est-ce qu'il aurait donc? Des rires étouffés sont partis du fond de la classe et m'ont empêché, fort à propos, de mentir une fois de plus. Scolamiglio, qu'est-ce qui te fait rire? Monsieur, il me dit des choses. Réponse Kona en désignant Patsa. Debout, Pasaglia, je t'écoute. Qu'as-tu à dire de si drôle? Fais-nous en profiter un peu. Monsieur, je peux pas. Alors viens au tableau, prends la craie et écris-le. Patsa tortille nerveusement un bout de sa blouse entre ses doigts, renifle plusieurs fois, se balance d'un pied sur l'autre, mais ne bouge pas de son banc. Le vieil instituteur s'avance vers lui, tend sa canne vers le tableau et martèle « Ou bien tu vas écrire ta petite plaisanterie au tableau, ou bien je t'envoie chez le directeur. » La menace, cette fois, est sérieuse. Patsa s'avance, entraînant les pieds, prend la craie et commence laborieusement à tracer. Il n'est pas à l'école parce qu'il a la pécole. Éclat de rire général dans la classe. Le maître a du mal à retenir le sourire. Bravo, et en plus ça rime. Mais qu'est-ce que c'est donc la pécole? Tu le sais certainement. Oui, monsieur, c'est une maladie vénéneuse. Eh non, vénérienne. Corrige Pierre, l'incontournable fils du pharmacien. Vous êtes tous d'accord? Moi, ma mère. Dit timidement le petit Feli. Moi, ma mère, elle dit toujours que la pécole, c'est la peau du cul qui se décolle. Fou rire dans toute la classe. Cette fois, le maître reste sérieux. Nous nous attendons à de sévères remontrances et nous tombons des nues lorsqu'il demande à Patsa décrire cette définition. D'abord interloqué, notre malheureux camarade finit par s'exécuter à contre-cœur. Dans le silence retrouvé, on n'entend plus que le crissement de la craie sur le tableau. À ma connaissance, c'est la leçon d'orthographe la plus suivie de l'année et je reconnais que M. Gassinel a été très adroit. Il y a une faute à peau et une à décolle, mais par ignorance ou solidarité, personne ne bronche. Seul Feli, décidément en forme, lève le doigt et demande « Monsieur, il n'y a pas un L à Q ?» À la récréation, il y a eu évidemment règlement de compte entre Patsa et Skona, l'un reprochant à l'autre de l'avoir dénoncé. « Tais-toi, si je t'achoppe, je te ruine !» Skona ricane et bombe le torse. « Ah, vélo, lui, oh, Grénard, tu veux me ruiner moi? Mais qui t'y es, toi, oh, morvel !» L'affaire en reste là. Patsa a juste marqué le coup, et Skona, humilié d'avoir été surpris à moucharder, s'est contenté de plastronner pour la galerie.
Un spectacle étonnant m'attend rue d'Antoine. Presque devant chez moi, un camion au ridel mal fermé a laissé s'échapper sa cargaison d'écorce de noix de coco concassée. 2 hommes, armés de grands balais de bruyère, en font des monticules pour mieux les pelleter. J'en ramasse un morceau égaré sur le trottoir. J'en mordis un coin dans l'espoir de retrouver le goût de coco. Mais je dois le recracher aussitôt. C'est abominablement rance, tout juste bon à faire du savon. Je rêve d'un autre accident de chargement, mais cette fois avec des bananes pas trop mûres. Kiki était cocotte et Coco concasseur de cacao. Kiki, la cocotte, aimait beaucoup Coco, le concasseur de cacao. Or, Marquis, caracolant, caduc et cacochime, conquis par les coquins quinquets de Kiki la cocotte, offrit à Kiki la cocotte un...